Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui nous touche vraiment tous, les sophismes. Ouais, je sais, le mot a l'air un peu compliqué, un peu intimidant, mais on va voir que c'est pas si sorcier. En fait, c'est un peu l'arme secrète pour, disons, mieux s'en sortir dans nos discussions et surtout pour ne plus se faire avoir. Alors, allons-y, on plonge direct dans le vif du sujet. Parce que qu'on soit en pleine discussion sur le hockey ou juste en train de scroller sans but sur les réseaux sociaux, notre cerveau, lui, il est constamment bombardé. Bombardé d'arguments qui, bien souvent, ne sont pas du tout ce qu'ils ont l'air d'être. Et ça, c'est la question qui tue. Est-ce qu'un argument peut sonner super logique, mais être complètement faux? La réponse, c'est oui. On a tous déjà vécu ce moment-là. Hein? On entend un raisonnement, ça sonne bien, ça semble se tenir, mais il y a comme une petite voix au fond qui nous dit que quelque chose cloche. Eh bien, c'est précisément là, dans cette zone un peu floue, que les sophismes adorent se cacher. Donc, mettons les choses au clair. Un sophisme, c'est quoi au juste? C'est tout simplement une erreur de raisonnement. C'est un argument qui se met un masque de logique, si on veut. Il a l'air brillant en surface, mais dès qu'on gratte un peu le vernis, pouf, ça s'effondre. C'est vraiment comme un faux raccourci pour la pensée, un qui nous envoie directement dans le fossé. Et là, le point vraiment important, c'est que ce n'est pas juste un concept abstrait sorti d'un vieux livre de philo. Pas du tout. Ces pièges de la pensée sont absolument partout. Sur les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les débats politiques, même dans nos conversations de tous les jours. Et ça a un impact énorme sur nos opinions, sur ce qu'on achète, pour qui on vote, bref, sur notre vision du monde. OK, mais la question à 1 million, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tombe si facilement dans le panneau et pourquoi est-ce qu'on les utilise, nous aussi, des fois? La réponse est un peu plus nuancée qu'on pense. C'est pas toujours par méchanceté. En gros, il y a comme 2 scénarios principaux. D'un côté, il y a l'erreur involontaire. On le fait sans s'en rendre compte. Notre cerveau il est un peu paresseux, il aime les raccourcis. Alors, parfois, on veut trop vite, on simplifie à l'extrême, on n'a pas toutes les informations, et hop, on tombe dans un sophisme. Mais, de l'autre côté, il y a l'utilisation intentionnelle. Et là, c'est une autre histoire. C'est quand le but, c'est de gagner le débat à tout prix, quitte à être malhonnête. Le sophisme devient alors une vraie arme de manipulation. Bon, maintenant, assez de théorie, on passe à la pratique. On prévoit ça comme une sorte de guide de survie, un petit kit de détective pour notre cerveau. On va décortiquer ensemble 7 des sophismes les plus fréquents, ceux qu'on rencontre tout le temps, pour qu'on puisse les repérer et ne plus jamais se laisser prendre. Le premier sur notre liste, un grand classique, la double faute. C'est le fameux argument du « toi aussi ». Le principe est super simple. Pour justifier sa propre erreur, on pointe quelqu'un d'autre qui fait la même chose, ou même pire. Ce que ça cache, en réalité, c'est une façon de fuir ses responsabilités. C'est une diversion. Au lieu de s'occuper de son propre problème, on essaie de détourner l'attention en disant « Hey, regardez là-bas ». Voilà. C'est pas si grave que jette mes déchets. Il y en a plein d'autres qui font pire. Ça illustre parfaitement le mécanisme. La logique derrière, c'est que si beaucoup de gens font quelque chose de mal, notre propre action devient moins grave. Mais bien sûr, ça ne tient pas la route. Une erreur, ça reste une erreur, peu importe combien de personnes la commettent. Numéro 2, le faux dilemme. Celui-là, il est particulièrement manipulateur. Il consiste à prendre une situation qui est super complexe, pleine de nuances, et à la réduire à seulement 2 choix. C'est soit noir, soit blanc, soit A, soit B. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça élimine toute la zone grise, toutes les autres possibilités. C'est un peu comme dire qu'en amour, soit on se marie, soit on se déteste, il n'y a rien entre les deux. L'exemple est frappant. Soit t'es pour les réseaux sociaux, soit t'es contre la liberté d'expression. On nous force à choisir un camp extrême. Mais la réalité, c'est que la vie est rarement binaire comme ça. On peut très bien voir les problèmes des réseaux sociaux et à être un fervent défenseur de la liberté d'expression. Une chose n'exclut pas l'autre, loin de là. Le troisième sophisme, l'argument d'autorité. Oh là là, celui-là, on le voit partout. Le principe, c'est de nous faire accepter une idée, non pas parce qu'il y a des preuves solides pour la soutenir, mais juste parce qu'une personne célèbre ou respectée le dit. Le statut de la personne devient la preuve en soi. Et ça, c'est un méchant drapeau rouge. Un influenceur populaire le dit sur TikTok, donc c'est vrai. C'est l'exemple parfait de notre époque. Le piège, c'est qu'on a tendance à faire confiance. Mais il faut se rappeler d'une chose, même les plus grands experts peuvent se tromper, surtout quand ils sortent de leur champ de compétences. La popularité d'une personne, ça ne rend pas ses idées automatiquement vraies. Le quatrième piège, l'appel au stéréotype. C'est une erreur de logique parce que ça prend un raccourci mental. On prend une idée préconçue, un cliché, et on l'applique à tout un groupe de personnes sans distinction. On met tout le monde dans le même sac et en faisant ça, on oublie quelque chose de fondamental. Chaque individu est unique et différent. Les personnes âgées comprennent rien à la techno.
Ce genre de phrase, on l'a tous entendu ou peut-être même pensé. C'est le stéréotype classique. C'est un raccourci intellectuel un peu paresseux qui simplifie la réalité à l'extrême. Et le vrai problème, c'est que ça nous empêche de voir les gens pour ce qu'ils sont réellement. On enchaîne avec le numéro 5, l'appel à la popularité. On pourrait aussi l'appeler l'effet de groupe ou l'effet mouton. La logique tordue, c'est la suivante. Si tout le monde le fait ou si tout le monde le pense, alors ça doit être vrai ou correct. C'est une confusion énorme entre ce qui est populaire et ce qui est juste. Souvent, c'est juste la pression sociale qui nous pousse à suivre le troupeau. Si tout le monde achète ce produit-là, c'est qu'il doit être bon. C'est la base du marketing de masse. Mais on le sait très bien, l'histoire nous a prouvé que la majorité peut se tromper royalement. Le nombre de personnes qui croient en quelque chose ne prouve absolument rien sur sa validité. Allez, à un autre que l'on voit tous les jours, la généralisation abusive. En gros, c'est l'art de sauter aux conclusions un peu trop vite. On prend un cas, peut-être deux, et on en fait une règle générale. L'analogie de l'éléphant est parfaite. C'est comme essayer de décrire l'animal en entier en ayant seulement touché à sa queue. Disons qu'il manque un peu de données pour avoir une image complète. J'ai vu un cycliste brûler un feu rouge, donc tous les cyclistes sont dangereux. On le voit bien ici, le saut logique est immense. On passe d'une seule observation, un seul cycliste, à une conclusion qui met tous les cyclistes du monde dans le même panier. Un raisonnement solide, ça a besoin de bien plus qu'une seule anecdote. Et on termine notre palmarès avec le 7e, l'attaque personnelle. En latin, on dit ad hominem. Celui-là, c'est la star des sections de commentaires sur Internet. C'est une technique de déraillement. Quand on n'a plus d'arguments pour contrer une idée, qu'est-ce qu'on fait? On attaque la personne qui la présente. On critique son apparence, son âge, ses origines, n'importe quoi, pourvu que ça invalide ce qu'elle dit. T'as tort parce que t'es trop jeune pour comprendre. Classique. Ici, on ne débat plus du fond de l'idée. On attaque l'âge de la personne. C'est une tactique pour éviter le vrai débat, pour saboter la conversation. À partir de ce moment-là, on a quitté le monde des idées pour entrer dans celui des attaques personnelles. OK, c'est bien beau de savoir repérer les sophismes chez les autres, mais la vraie question, c'est comment on fait pour ne pas tomber nous-mêmes dans ces pièges? Comment on peut s'en servir pour aiguiser notre propre jugement? Voici 4 pistes, 4 réflexes à développer. Premièrement, exiger des preuves. On se fie à des faits, des données vérifiables, pas juste à des opinions lancées en l'air. Deuxièmement, chercher les nuances. On essaie de sortir du noir ou blanc, la vérité se trouve souvent quelque part dans le gris. Troisièmement, quand une discussion dérape sur le personnel, on essaie de la ramener calmement sur le sujet, sur les idées. Et finalement, quatrièmement, on vérifie la cohérence. Est-ce que l'argumentation se tient? Est-ce que tout ça a du sens, logiquement? Et on termine avec une pensée. Dans notre monde actuel, un monde inondé d'opinions, de hot takes, d'informations rapides, est-ce que savoir bien raisonner, ce n'est pas devenu une sorte de super pouvoir? Savoir reconnaître un sophisme, ce n'est pas juste un jeu intellectuel, c'est une compétence de survie. C'est ce qui nous permet de naviguer dans le chaos ambiant, de débattre avec respect et de construire nos propres idées sur des bases solides. Et ça, c'est une force immense.